Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Bertrand Delaborde, responsable mondial des infrastructures à la Société financière internationale, la branche dédiée au secteur privé de la Banque mondiale. Bonjour Bertrand Delaborde. Bonjour Ali. Allez, sur l'électrification de l'Afrique, ces dernières années, on a progressé, mais pas suffisamment. Donnez-nous les chiffres. Exactement. 2010, on a 300 millions de personnes qui sont connectées au réseau, 600 millions qui ne le sont pas sur l'Afrique subsaharienne, pour une population totale de 900 millions, donc un taux d'électrification d'environ un tiers. 12 ans plus tard, 2022, on a réussi à connecter 300 millions de personnes additionnelles, donc à doubler ce nombre. Mais dans le même temps, la population a augmenté également de 300 millions. Ouais. Donc on a toujours le même nombre de personnes, 600 millions, qui n'est pas connecté. Donc le verre est à moitié plein. On est passé d'un taux d'électrification de 33 à 50%, mais on a toujours le même nombre de personnes qui n'est pas connecté, d'où le besoin d'accélérer. Oui, sauf que vous êtes inquiet parce que les investissements directs en Afrique, en ce qui concerne les infrastructures, diminuent. Dites-nous aussi quels chiffres vous avez là-dessus. C'est effectivement une tendance lourde. Encore une fois, suivant les chiffres, en pourcentage ou en valeur absolue, on note une stagnation ou une légère diminution, mais c'est une réalité. Dans le secteur de l'énergie, encore une fois, pour ne pas avoir une vision trop sombre, il faut regarder ce qui a été achevé de 2010 à 2022, d'où les chiffres que je vous donnais. On a quand même doublé le nombre de personnes connectées. Mais il faut accélérer. Et pour accélérer, effectivement, il faut faire venir encore plus de nouveaux entrants ou en faire revenir d'autres. Et sur votre question, on a vu effectivement pour deux types de raisons, de grandes sociétés internationales se recentrer sur leur marché. Ça, c'est les raisons positives, avec tout ce qui se passe en Europe avec le Green Deal, le plan lancé par le président Biden aux États-Unis. Et donc, ces grandes sociétés américaines ou européennes qui doublent leurs efforts chez elles. Et puis aussi, on sait que c'est des marchés qui ne sont pas faciles. Donc, on a vu certaines sociétés qui étaient arrivées peut-être avec un petit peu d'optimisme ou de naïveté, ou faisant une erreur dans leur positionnement, repartir. Mais c'est, on l'espère, plus que contrebalancé par l'arrivée de nouveaux entrants ou le développement d'acteurs locaux. Les Chinois repartent ? Alors, les Chinois, pour partie, sont venus, sont moins présents, effectivement. Avec des bons chiffres, très clairement, 13 milliards de dollars investis entre 2010 et 2015. C'est un cinquième des investissements. Donc s'ils partent, ça pose problème, là. Tout à fait. Alors, pour des raisons qu'on connaît liées à la situation en Chine, maintenant, dans le même temps, on a à la fois des acteurs historiques traditionnels, comme nous sommes en France, parlons d'EDF, qui est toujours présent, extrêmement actif dans le domaine des grands projets hydroélectriques. Et nous-mêmes, Société financière internationale, on travaille avec eux au Cameroun, au Malawi, sur le développement et la construction de grands projets. On a d'autres acteurs de taille plus moyenne, typiquement dans les secteurs éoliens, solaires, qui sont arrivés. Une société française comme Voltalia. On a également de plus petits acteurs dans ce qui est électricité, ce qu'on appelle décentralisé, hors réseau, dont on pourra parler. Et puis, l'émergence à la fois d'acteurs venant du Golfe, ça c'est nouveau, des sociétés comme Masdar, Aqua, et d'acteurs régionaux, qui est quelque chose qu'on essaye de favoriser. Des Sud-Africains, bien sûr, mais une société ivoirienne comme Eranov, par exemple, ou très intéressant, la société malgache Action, qui de sa base télécom va aller investir dans l'énergie. Les Indiens ? Les Indiens, encore relativement peu. Les Turcs ? Oui, absolument. Alors, dans le domaine de l'énergie, oui, notamment sur des solutions d'énergie temporaire. Oui, avec des bateaux qui tout à fait. Ont des centrales électriques. Voilà. Car Powership, d'ailleurs, c'est le nom de l'entreprise. Mais vous refusez de les financer. On essaye plutôt de travailler sur des solutions de long terme ou dans des solutions de court terme. On travaille avec une société norvégienne, Scatec, sur des solutions de court terme, mais cette fois-ci à base de panneaux solaires et de batteries dans un container très rapide à déployer. Mais aussi, ils sont très efficaces avec leurs bateaux. Oui. Et justement, ils se plaignent de ne pas être financés par les grandes institutions internationales. Ils trouvent, si on regarde la Côte d'Ivoire où ils sont actuellement ou d'autres pays, ils trouvent d'une manière ou d'une autre à se financer ou avec d'autres modes de vente à court terme. Donc encore une fois, de notre côté, on essaye beaucoup plus de travailler sur le long terme avec nos pays partenaires, en termes de planification, programmation de ces investissements. Mais il y a des urgences, il y a des hôpitaux qui doivent être branchés, il y a des écoles, il y a des pêcheurs qui doivent avoir des infrastructures, etc. Donc,
quand il y a des urgences, est-ce qu'il ne faut pas trouver les bonnes solutions? Bien sûr. Et pour prendre l'exemple, j'ai vécu au Sénégal de 2011 à 2016. En 2011, la situation du secteur électrique était désespérée avec des coupures massives. On a beaucoup travaillé avec le gouvernement sénégalais à l'époque sur le plan TACAL et sur la mise en place de différentes mesures d'urgence, que ce soit au niveau du réseau ou de la génération. Donc bien sûr, ce sont des choses que nous faisons également. Vous avez envie de privilégier les réseaux dits non centralisés. Expliquez-nous. Alors les deux. Les deux. Et justement... Dans vos textes de la Banque mondiale, vous insistez beaucoup sur les... Oui, parce que, si vous voulez, sur ces 600 millions de personnes aujourd'hui qui ne sont pas connectées, suivant les experts, on estime que 25 à 50% de ces 600 millions de personnes verront, pour eux, la solution sera cette électricité décentralisée, hors réseau. Okay. Mais un point très important, c'est que pour au moins 50% d'entre eux, on va avoir besoin du réseau. Et ce qu'on a pu faire dans le secteur des télécoms pour utiliser l'anglicisme leapfrogging, le saut de grenouille, on saute une étape. Et dans le secteur des télécoms en Afrique, on n'a jamais réussi vraiment à développer suffisamment le téléphone fixe. Mais le téléphone mobile a eu un succès fulgurant. Tout à fait. Il y a eu l'espoir pour certains que dans le domaine de l'énergie, on allait faire la même chose. On allait faire l'économie du réseau. Ça ne marche pas dans le domaine de l'électricité. Ah bon? Donc, sur votre point, l'électricité hors réseau est très important. Ça va nous permettre d'électrifier 25 à 50% de ces 600 millions de personnes qui n'ont pas l'électricité. Mais il faut surtout ne pas laisser de côté le réseau, les sociétés d'électricité de distribution traditionnelle. D'accord. Mais parce que là encore, dans un certain nombre de rapports, et notamment des rapports de la Banque mondiale, je vois qu'ils perdent de l'argent. 150 milliards en 2020 de dollars. Quand vous dites, vous parlez des sociétés d'électricité, absolument. Absolument. Et ça, c'est ce segment, l'aspect distribution, ces sociétés publiques, est quelque chose sur lequel il faut qu'on redouble tous d'efforts. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est bien, c'est nécessaire de mettre des mégawatts additionnels dans le réseau, de préférence évidemment d'énergie renouvelable. Mais il faut se focaliser beaucoup plus sur cet aspect distribution, parce que quand vous avez des sociétés qui effectivement perdent ces sommes colossales que vous mentionnez, et ce n'est pas seulement financier, quand vous avez 25% de votre énergie qui est perdue dans le réseau, quand vous avez encore derrière 20 à 25% qui n'est pas payé, et bien forcément, vous avez une société d'électricité en banqueroute et vous arrivez à des situations comme celle qu'avait le Sénégal en 2011. Donc vous avez absolument raison, on doit tous collectivement se refocaliser sur cette partie de la chaîne et doubler nos efforts. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Il y a un certain nombre de pays africains qui ont du gaz, mais qui l'exportent. 12 millions de mètres cubes au Cameroun récemment. Pourquoi ils ne l'utilisent pas pour eux ? Alors, ils l'utilisent. Au Cameroun, une partie est utilisée. Maintenant, il y a d'autres pays qui utilisent une partie de leur gaz. Maintenant, très clairement, effectivement, ce sont des sujets sensibles. De notre point de vue, Banque mondiale, la première chose à faire est de maximiser le potentiel d'énergie renouvelable que ces différents pays ont, et il est très important. Afrique du Nord, Afrique du Sud, beaucoup de solaire et de vent. Afrique de l'Est, vous avez beaucoup de vent et du géothermique. Afrique centrale, beaucoup d'hydro. Donc la première chose, c'est utiliser ce potentiel dans le respect des normes environnementales. Maintenant, pour quelques pays spécifiques, le Mozambique, le Sénégal, qui ont des ressources de gaz naturel sur place, qui peuvent ou pas avoir autrement la possibilité d'avoir cette fourniture d'accès en ce qu'on appelle en base continue pour stabiliser l'énergie renouvelable, avoir des projets d'électricité au gaz a beaucoup de sens. Nous avons financé une centrale au gaz au Mozambique. Vous accompagnez dans ces cas-là? Au Mozambique, nous l'avons fait avec la centrale thermique de Témané. Pareil, quand on voit que certains pays pétroliers d'Afrique laissent brûler le gaz qui leur permet de faire ressortir les huiles de pétrole... Bien évidemment. Sur cet aspect, sur ce qu'on appelle en anglais le flaring, brûler le gaz, est un axe prioritaire pour la Banque mondiale. On a développé des projets, notamment en Irak, on regarde au Nigeria, vous avez absolument raison. Là, vous êtes d'accord pour accompagner, même si on est d'accord pour dire que le gaz n'est pas... politiquement correct, environnemental. La Banque mondiale a une politique très claire. C'est d'abord, encore une fois, un très gros push, très gros focus sur l'énergie renouvelable, d'autant que pour des raisons climat. Mais aussi la bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de pays africains, le potentiel est tel, différent suivant les pays, parfois ça va être de l'hydro, parfois de l'éolien, du géothermique, le potentiel est tel que ça se fait à d'excellents coûts. Maintenant, en complément, dans certains pays comme le Sénégal, avoir du gaz de manière transitoire pour les 10, 20 prochaines années pour donner cette électricité de base a beaucoup de sens et nous le soutenons. Au Mozambique, nous finançons la centrale de Témané. Comment vous allez faire pour demander au secteur privé, ou bien domestique, ou bien extérieur à l'Afrique, de venir continuer à investir dans l'électrification du continent?
Alors, chaque acteur a réellement sa part à faire pour, je le disais au début, accélérer le mouvement et s'inspirer des success stories qu'on a eues au Maroc, en Ouganda, dans une certaine mesure en Afrique du Sud. Le Maroc, en une génération, en 1996 à 25 ans plus tard, on est passé d'un taux d'électrification de 70% à 100%. En Ouganda, on est passé de 2010 à 2022, en 12 ans, de 15% à 45%. Donc, des success stories, il y en a. C'est quoi la recette? C'est une combinaison du côté des autorités publiques, d'une politique très claire et déterminée sur ce qu'on voudra faire en termes de combien de capacités additionnelles ajoutées, de quel type. Donc des plans stratégiques. Des plans stratégiques. De les appliquer visiblement, de respecter les engagements pris, d'être vis-à-vis du secteur privé à la fois ouvert, mais très exigeant. Ex-ante, quand vous faites un appel d'offres, et puis ensuite quand vous le contrôlez. Donc sécurité des investissements étrangers. Visibilité, exigence des gouvernements. L'aspect public est très très important dans ce secteur. Sur tous les aspects que vous avez mentionnés, y compris l'aspect programmation, ce n'est pas quelque chose qui doit être laissé au secteur privé. C'est au secteur public d'être à l'écoute des innovations que le secteur privé peut amener, mais c'est au public de déterminer ce dont ils ont besoin. Si le secteur public joue ce rôle, si, comme vous l'avez mentionné, il y a aussi un effort qui est fait sur la gestion de ces sociétés publiques qui distribuent l'électricité pour qu'elles ne soient pas des paniers percés. À ce moment-là, le secteur privé, avec beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui, comme je le mentionnais, des très grands qui restent, EDF, des nouveaux, des acteurs locaux, en se focalisant à beaucoup à jouer. Et nous, institutions de développement, c'est à la fois aider sur le cadre réglementaire, financer, y compris pour les projets qui peuvent être plus tangents, amener des financements concessionnels et des garanties. Merci beaucoup Bertrand Delaborde pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.